Alors, je vais passer la parole au professeur Jean-Louis Ranchon. Je suis très heureux de l'accueillir ici. Il a écrit avec Jean-Pierre Lebrun un livre que je vous conseille de lire, hein, Où va la famille? Alors, voilà, il se fait que Jean-Louis Ranchon et Jean-Pierre Lebrun, c'est vraiment des compères. Voilà. Mais ce qui est très intéressant, je pense, dans l'expérience de Jean-Louis Ranchon, c'est évidemment son expérience de professeur de droit de la famille. Et moi, ce qui m'a impressionné dans ce livre, c'est justement à quel point, hein, dans les démocraties, vous savez, la démocratie, c'est à la fois évidemment le fait que chacun ait le droit de vote, ce qui est très important, mais c'est aussi, hein, la séparation des pouvoirs, la séparation du... C'est un principe fondamental de la démocratie. On l'oublie, mais il y a une trinité de pouvoirs dans la démocratie, hein, le législatif, le judiciaire et l'exécutif. Mais voilà, Jean-Louis Ranchon, lui, va nous laisser entendre, à mon avis, ce que j'appellerais une dérive du pouvoir législatif et judiciaire sur certaines questions. Mais j'anticipe peut-être un peu trop, je lui laisse la parole. Merci, Jean-Louis. Merci Étienne. Oui, je ne vais sans doute pas employer le mot de dérive. Enfin, vous ferez votre idée après mon exposé. Merci d'abord à Marie-Elisabeth d'inviter un juriste dans votre docte assemblée, parce que je pense que je suis un peu tout seul là parmi mes congénères. Mais je te remercie surtout parce que ça me permet, en tant que juriste, souvent quand même cantonné dans ma discipline, de pouvoir entendre d'autres analyses, d'autres manières de chercher à comprendre ce qui se passe dans notre société contemporaine, étant entendu que le droit est lui-même un miroir de ce qui se passe dans notre société contemporaine. Donc, interroger le droit, c'est d'une certaine façon chercher aussi à comprendre ce qui est en train de se passer. Alors j'espère que tout va bien se passer dans mon exposé, parce que sans entrer dans les détails, je suis un petit peu atteint par un malaise somatique que je ne vais pas vous décrire, mais je ne me sens pas tout à fait bien, mais je pense que cela va aller. J'ai préparé mon exposé, mais j'espère que je n'aurai pas de difficulté. Alors donc, la question que je vais traiter... Non, ça surtout pas. Je suis beaucoup mieux debout. Là, je n'ai jamais enseigné assis. C'est vraiment, comment dirais-je, j'ai l'impression que je peux davantage parler spontanément debout qu'assis. Mais merci Marie-Elisabeth. Mais donc, la question que je vais traiter est celle de savoir comment notre système juridique, et on peut parler d'une manière générale de nos systèmes juridiques européens, ce qui va nous permettre effectivement de localiser ce dont nous parlons, appréhendent et vont réguler la transmission, qui a presque toujours été, la transmission, une des données inhérentes à l'existence des sociétés humaines. Étant entendu que dans mon regard de juriste, je considère que la transmission peut sans doute se concevoir de manière différente, mais elles se rejoignent. La transmission, c'est le processus qui va du passé vers l'avenir en passant par le présent. La transmission, c'est donc ce que chacun reçoit, aura reçu d'autrui, étant entendu qu'autrui, ce sont aussi bien les générations précédentes que la communauté humaine dans laquelle nous vivons. Et que chacun contribuera à son tour à donner, à transférer à autrui, c'est-à-dire tant aux générations suivantes qu'à la communauté humaine dans laquelle il est a priori intégré. La transmission, c'est donc, dans l'existence de chaque être humain, l'intégration de la dimension de temporalité, car le présent est configuré par le passé et a à être configuré en fonction de l'avenir. Ce n'est pas pour autant que ce serait une répétition pure et simple, n'est-ce pas, comme cela a pu l'être dans des sociétés traditionnelles. C'est un processus où, à partir du passé, il est possible de concevoir l'avenir en le transformant. Comme Pierre Legendre l'a écrit dans l'inestimable objet de la transmission, ce qui précède ne peut se confondre avec ce qui suit, et ce qui suit ne peut effacer ce qui précède.
Alors, a priori, en tant que juriste, essayant d'aborder l'ensemble des branches du droit, je devrais normalement essayer de vous expliquer dans quelle mesure nos règles de droit organisent ou n'organisent pas la transmission dans tous les champs de l'existence humaine. La transmission de la culture, la transmission des savoirs. Bon, et je pourrais par exemple vous parler, n'est-ce pas, des lois qui aujourd'hui ont modifié l'enseignement, par exemple en créant en Belgique le Rénové, qui est précisément une pratique pédagogique qui considère qu'il serait préférable de partir plutôt de ce que l'enfant sait, plutôt que de lui transmettre d'autorité des savoirs existants. Donc cela, c'est aussi chaque fois le droit qui intervient pour organiser tout cela. Donc le droit, a priori, informe tous les champs sociaux. Je pourrais vous parler de la manière dont le droit, c'est pas négligeable, organise la transmission de notre patrimoine historique, n'est-ce pas? Ce sont même à travers des règles administratives que l'on veille à ce qu'un certain nombre de vestiges de notre mémoire historique soient maintenus dans le présent. Et l'UNESCO y contribue en préservant le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité. Je pourrais bien sûr, et ce serait peut-être même le plus urgent, vous parler de la manière dont le droit organise ou n'a pas organisé la transmission de la terre, dont nous avions pensé jusqu'il y a peu que les ressources étaient inépuisables et que nous pouvions les consommer à l'envi sans se préoccuper de l'état dans lequel les générations futures les recevraient. Il y a eu très peu de règles de droit à ce propos et aujourd'hui, n'est-ce pas, nous sommes en très grande difficulté de déterminer les règles de droit qui s'imposeraient à tous pour précisément organiser la transmission de la terre. Mais vous ne m'en voudrez pas de ne vous parler que du droit de la personne et de la famille, parce que, bien sûr, c'est la branche que j'ai enseignée et qui a fait l'objet et qui fait toujours l'objet de mes contributions scientifiques. Mais aussi, il n'y a pas que cette raison-là, parce que s'il y avait bien une institution sociale destinée à assurer aux êtres humains la transmission de ce que les générations précédentes avaient pu élaborer, construire, penser, c'était assurément la famille. Or, l'idée de transmission, la perception de cette notion de transmission, l'objectif de transmission qui a modelé pendant des siècles l'organisation de la famille a aujourd'hui été remise en cause dans nos règles de droit à une vitesse au demeurant fulgurante. Et elle a été remise en cause, c'est un peu le titre de mon exposé, elle a été remise en cause par l'idée, la perception, l'objectif, le projet politique, parce que c'est un projet politique, de l'autodétermination de chaque individu. Et en termes juridiques, c'est un terme qui a d'ailleurs été consacré par la Cour européenne des droits de l'homme. Les droits de l'homme et les libertés fondamentales ont joué un rôle fondamental dans cette évolution, n'est-ce pas? Mais c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a consacré dans le même temps, parce qu'il y a un lien entre les deux, un droit à l'épanouissement personnel et un droit à l'autodétermination. C'est évidemment dans la mesure où l'objectif de chaque existence humaine serait de s'épanouir personnellement qu'il va presque de soi qu'il n'y a que soi-même qui peut déterminer comment chacun peut s'épanouir. Mais lorsqu'on réfléchit à ce concept d'autodétermination, qui est donc un concept devenu juridique, qui est prononcé, qui est promu dans la société également, c'est un concept que je considère radical, car à tout le moins lorsqu'il est radical, et ce n'est pas encore le cas dans la plupart des couches de la population, mais c'est ce qui se passe au niveau juridique, n'est-ce pas? Quand il est exprimé de manière radicale, en réalité, il gomme, il abolit toute idée de transmission. Il est presque incompatible avec l'idée de transmission. Parce que si chacun peut désormais se construire à partir de ce qu'il décide, à partir de ce qu'il détermine lui-même, à partir de lui-même, parce que autodétermination, c'est se construire à partir, c'est exactement l'inverse de l'autrodétermination. J'aimais beaucoup ce concept de Jean-Pierre tout à l'heure, n'est-ce pas? Eh bien, sans n'avoir plus à se référer aux trois dimensions, n'est-ce pas, qu'effectivement, on peut considérer comme constitutives de toute société humaine et que Jean-Pierre a remarquablement présenté dans d'autres ouvrages, c'est-à-dire l'autorité, l'antériorité, l'altérité,
ces trois concepts qui paraissent indispensables pour construire une société humaine, c'est-à-dire qu'il y ait de l'autorité. Et l'autorité, ce n'est pas de l'autoritarisme. L'autorité, cela veut dire qu'il y aurait simplement pour chacun d'entre nous quelque chose qui transcende son soi, qui serait extérieur à soi. L'antériorité, c'est qu'il y a quelque chose qui me précède et qui m'a fait. Si quelque chose me précède et m'a fait, je ne m'autodétermine pas. Et l'altérité, c'est la réalité de l'existence de l'autre. Si l'autre est à prendre en considération dans la façon dont je me détermine, alors je ne m'autodétermine pas. Et le problème, évidemment, c'est que dans ces trois dimensions constitutives des sociétés humaines, autorité, antériorité, altérité, on a vu aujourd'hui, et ça rejoint quelque part l'exposé d'Alain ce matin, on a vu progressivement des oppressions, c'est-à-dire quelque chose qui ne me permettrait pas précisément de me déterminer moi-même. Et Marcel Gauchet, le philosophe Marcel Gauchet, a dit à ce propos-là quelque chose, n'est-ce pas, avec son langage à lui, qui est un petit peu compliqué. J'ai d'ailleurs remis le texte à notre traductrice, qui est tellement exceptionnelle d'assurer ça pendant toute la journée. Mais, et je trouve que c'était parfaitement bien exprimé, même si la phrase est un peu compliquée. C'est par le consentement à cette antériorité des formes que je reconnais et je pose que la société est avant et au-dessus de moi, que la règle qui m'associe à d'autres est hors de moi, indépendante de moi. C'est sur cette base-là que l'on avait construit jusqu'à présent nos sociétés. Or, c'est cette dimension, dit Marcel Gauchet, de précédence qui se trouve aujourd'hui disloqué. Alors, il va très loin, et désagrégé par la poussée du principe d'individualité. Ces avancées conduisent, dit-il, à la dissolution des formes de la civilité. Donc, à mes yeux, ce constat est vraiment pessimiste et probablement excessif, mais si je l'ai repris, c'est parce que, et c'est là que personnellement j'ai toujours été un petit peu en difficulté, n'est-ce pas, de comprendre ce qu'on voulait exactement nous dire, c'est en réalité ce discours-là qui est maintenant tenu dans nos parlements par le pouvoir politique et par les médias, et en partie, effectivement, Étienne, par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est ce discours-là qui est tenu, cette poussée du principe d'individualité, et qui, on peut peut-être le dire, est venu désagréger notre droit des personnes et de la famille. Alors, mon objectif dans le temps qui m'est imparti, mais je ne serai pas trop long parce que l'objectif n'est pas de vous faire un exposé juridique en tant que tel, n'est-ce pas? Mais mon objectif était d'essayer de vous montrer à travers quelques manifestations spécifiques de ce que j'ai appelé ce renversement de la perspective juridique. Alors qu'effectivement la transmission était à la base de notre droit des personnes et de la famille, c'est de plus en plus le discours politique sur l'autodétermination qui fonde nos nouvelles règles de droit. Et je me référerai aussi bien dans l'une ou l'autre de mes exemples que je prendrai aussi bien au contenu des nouvelles règles de droit qu'au discours qui a été tenu à propos de ces règles. Alors je commence par, parce que ça me paraît, je dirais, le plus frappant, même si ce n'est pas cet exemple-là qu'en général, dans des exposés juridiques, on prend, je commencerai par notre identité. Parce que c'est un petit peu au cœur de tout ce dont nous parlons ici dans ce colloque, notre identité. Jusqu'il y a peu, je parle en tant que juriste, au niveau de ce que le droit faisait. Jusqu'il y a peu, c'était assurément la société qui nous attribuait, et donc qui nous transmettait, notre identité. Et elle nous l'attribuait en fonction, pour une très grande partie, de la place qu'on occupait dans la famille. On recevait sa filiation, qui déterminait précisément notre place dans l'ordre des générations. Jean, fils de Pierre, petit-fils de Paul, et on a vu encore hier à quel point cette référence, n'est-ce pas, à ces membres de la famille continuait à avoir de l'importance, et c'était particulièrement frappant dans les présentations de nos amis mexicains ou de notre collègue chilienne, mais cette place nous était attribuée et nommée par la société et par le droit. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs en droit notre état civil. C'est un mot que vous connaissez bien, mais l'état civil, c'est en réalité notre identité fournie par le droit. On recevait son nom, qu'on appelait, et qu'on appelle toujours d'ailleurs le nom de famille, parce qu'il marquait notre appartenance à une famille.
on recevait ses prénoms. Et ceux-ci renvoyaient d'ailleurs le plus généralement au lien que les parents entendaient donner à un enfant avec des membres de la famille. Beaucoup d'enfants dans les générations précédentes portaient des prénoms qui référaient au grand-père, à la grand-mère, au parrain, à la marraine, à un oncle, à une personne éventuellement décédée, mais c'était une manière de marquer le lien avec la famille. On recevait, je ne dois pas, n'est-ce pas, en dire davantage, on recevait son sexe, et on n'imaginait même pas à l'époque, n'est-ce pas, qu'il y aurait pu avoir une quelconque hésitation. D'ailleurs, en général, la plupart d'entre nous, n'est-ce pas, lorsque nous apprenons qu'un enfant va naître, nous n'avons pas trop d'hésitation non plus à demander aux parents, est-ce que c'est un garçon ou c'est une fille? Ça reste quelque chose qui nous paraissait d'une évidence, je dirais, presque élémentaire. Tant et si bien que dans notre acte de naissance, et encore une fois je parle en tant que juriste, dans notre acte de naissance, on mentionnait, et d'ailleurs on mentionne toujours parce que les textes n'ont pas été à ce point-là modifiés, mais on mentionnait notre filiation, notre sexe, notre nom et notre prénom. Et c'était en quelque sorte notre marqueur d'identité d'un point de vue juridique. Et c'est évidemment ça la caractéristique de l'époque, c'était indisponible, une fois acquis, on n'en décidait plus soi-même, ça nous était attribué, reçu, n'est-ce pas, et en principe immuable, parce que c'était une fois pour toutes. C'était donc bien de la transmission. Et effectivement, elle était oppressante ou liberticide, comme on dit aujourd'hui, puisqu'on n'avait rien décidé. Mais on y trouvait des repères structurants. J'aime beaucoup ce mot structurant parce qu'effectivement, c'est peut-être la difficulté aujourd'hui. Ce sont des identités qui sont de moins en moins structurées. Pour paraphraser une chanson de Pierre Bachelet, n'est-ce pas, qui est une magnifique chanson, il a terminé en disant « Grâce à eux, je sais qui je suis ». Voilà. Alors, le droit organisait cela. Et, dans tout le 19e siècle, le 20e siècle, et jusque dans les années 70-80, on n'osait pas toucher à ça, tellement ça paraissait indispensable pour organiser juridiquement une société. Et puis tout a basculé. Tout a basculé, et à cet égard, effectivement, l'ordre juridique belge a fait très fort. Car c'est désormais la volonté, la liberté individuelle de chacun qui est de plus en plus devenue la règle de droit. C'est cela qu'il faut bien voir. C'est que ce n'est pas seulement que le droit autorise ou permet, c'est ce que le droit énonce. Et il y a là quelque chose, effectivement, de très performatif, hein, pour reprendre le terme d'Alain ce matin, que je n'utilise pas tellement, mais je crois que j'ai bien compris ce qu'il voulait nous dire. Donc, au fur et à mesure que le droit nous dit cela, que c'est vous qui décidez, cela a des effets inévitables sur la manière dont les personnes vont se structurer. Le nom, comme vous le savez, parce qu'on a voulu effectivement, et ça c'était un objectif parfaitement non seulement légitime mais indispensable, on a voulu égaliser le statut de l'homme et de la femme, on a maintenant laissé aux pères et mères la possibilité de choisir eux-mêmes le nom de famille. Mais il y avait une solution qui aurait permis d'égaliser, n'est-ce pas, comme en Espagne ou au Portugal, le statut de l'homme et de la femme en donnant à tous les enfants le double nom. Ce qui était une manière de déterminer. La société aurait continué à déterminer comment les enfants se nomment. Non, on a préféré, et dans la législation belge en tout cas c'est le critère qui a été adopté, on a préféré laisser la liberté aux parents. Ils n'ont qu'à s'entendre et à choisir le nom qui leur paraît le plus adéquat. Mais ça a des effets déjà sur le psychisme, parce que d'abord, comment l'enfant va-t-il un jour savoir ce qui a fait la décision ? Dans le rapport de force, et j'ai des collègues aux Pays-Bas qui viennent nous expliquer, quand j'ai entendu ça, j'en étais complètement surpris, que ça se monnaie, quel nom va être attribué à l'enfant. On fait donc entrer le nom dans le rapport de force libéral, n'est-ce pas, qui est celui qui caractérise nos échanges marchands. Mais plus fort que cela, vous avez fait la réforme là quelques années avant nous venons de la terminer, on laisse à l'enfant à 18 ans la possibilité de refaire le choix que ses parents avaient fait, parce qu'il y a à corriger ce qu'ils auraient éventuellement mal fait. Est-ce que vous vous rendez compte sur le psychisme que ça représente par rapport... Encore une fois, je ne cherche pas à juger, là, hein, je vais faire comme ce matin à l'autre... comment est-ce que vous appelez ça, chorale, la chorale que nous avons... oui, non, pas de jugement. Donc, expliquez, qu'est-ce qu'on peut observer. Mais observer qu'un enfant à 18 ans peut venir défaire le choix de ses parents, au nom précisément de sa liberté,
qui est évidemment respectable, parce que pour certains enfants, à 18 ans, porter le nom tel que les parents l'ont aménagé, c'est comme quelque chose qui est trop difficile à vivre pour eux. Donc on pouvait le comprendre au niveau du projet qui était poursuivi sur le plan politique. C'était de permettre de reconfigurer dans le présent ce qui avait été fait dans le passé. Mais de nouveau, on est dans quelque chose qui alors n'a plus rien à voir avec la transmission. Les prénoms. Alors là, le ministre de la Justice belge a fait vraiment très fort. Parce que, au prétexte que c'était un service administratif qui prenait trop de personnes et trop de temps, il a finalement décidé, ce n'est plus le ministre qui pourra accorder des changements de prénom. Chacun pourra à tout instant se présenter devant l'officier d'état civil et dire « je change mes prénoms ». Et pas seulement une fois, autant de fois qu'il veut dans la vie. Je ne sais plus comment, à partir d'un certain moment, on parviendra à identifier. Ou alors si, mais alors là, on est dans l'ère numérique, on ne s'identifiera plus par son nom, son prénom, on s'identifiera par un numéro de registre national, n'est-ce pas? Et on vous appellera peut-être par votre numéro. Mais à ce moment-là, on est dans l'ère du virtuel et de ce qui n'est même plus, en quelque sorte, nommé. Bon, les prénoms, on peut donc changer tout le temps. Le sexe, eh bien, la Belgique vient de réaliser le pas. Je ne vais pas être trop long sur cette question-là parce que je pourrais vous expliquer un peu toute l'évolution de la législation belge, mais on a estimé, après un arrêt de la Cour constitutionnelle, que, après avoir adopté une loi qui permettait déjà de changer de sexe sans plus en passer par un juge, sans plus produire quelques certificats qu'ils soient, sans même justifier de quoi que ce soit, il suffit d'aller dire « j'ai changé de sexe », mais le législateur s'était dit, parce que c'est ce qu'il avait pensé, que ceux qui font ce choix-là, qu'il voulait leur laisser libre, a priori n'allaient pas faire un choix inverse, mais la Cour constitutionnelle est venue nous dire, mais non, attendez, si vous dites que chacun peut déterminer son sexe à tout moment quand il le veut, il doit pouvoir revenir en arrière et puis repartir en avant, et donc maintenant nous avons une loi en Belgique qui va permettre, n'est-ce pas, de changer de sexe par une simple déclaration devant l'officier de l'état civil à tout moment, sans aucun contrôle quelconque. Ça, voyez-vous, c'est comme si là, la précédence ne faisait plus loi. Et que la loi, la règle de droit, c'est ce que chacun, n'est-ce pas, souhaite décider lui-même. Le mariage. S'il y avait bien une institution sociale, par excellence, qui était organisée, déterminée, transmise par la société, puisque c'est la société qui non seulement célébrait le mariage, mais qui déterminait les conditions d'accès, qui déterminait les effets. Tout ça n'était pas laissé. Nous n'avions absolument aucun pouvoir de choisir les effets de notre mariage. C'était la société qui les organisait, n'est-ce pas? Et c'était l'institution. Et avec l'idée de transmission, n'est-ce pas? Je trouve qu'il y a beaucoup de liens à faire entre le mariage et la transmission, parce que quand on y réfléchit bien, l'institution du mariage, pourquoi était-elle organisée par la société? Eh bien, pour permettre que chaque époux transmette à son conjoint sa propre famille et que les beaux-parents accueillent dans leur famille le bel enfant, et il devenait dès lors aussi un lieu de transmission. C'était le mariage qui allait organiser, parce qu'évidemment à l'époque on ne pouvait pas connaître exactement l'identité du père, n'est-ce pas? Et donc on faisait confiance au mariage comme étant le lieu où a priori les époux seraient fidèles et donc n'entretiendraient de relations sexuelles qu'entre eux. C'était donc le mariage qui organisait la transmission aux enfants qui en naîtraient des gènes familiaux et qui, et ça c'était peut-être le plus important, qui fait entrer de plein droit les enfants qui vont naître du mariage dans la famille de chacun des époux. Cela devait indiquer leur appartenance à deux familles qui d'ailleurs se liaient entre elles par un lien qu'on appelait à ce moment-là d'alliance, puisque c'était l'alliance qui, n'est-ce pas, était le lien qui organisait la manière dont le bel enfant entrait dans la famille de son conjoint. Et au surplus, les époux, c'était d'ailleurs indiqué dans l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme, les époux fondaient eux-mêmes une famille et allaient dès lors transmettre à leurs enfants la nouvelle famille qu'ils avaient constituée et transmettre à leurs enfants la fratrie que les enfants
vivraient ensemble. Et c'était un engagement qui était pris devant la société. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, aujourd'hui encore, on maintient certaines traditions tout en ayant perdu le sens. Mais c'était un engagement qui était pris devant la société. Et vous ne savez peut-être pas, mais le code Napoléon, mais c'est encore le cas dans notre code en Belgique, cela prévoit expressément que les portes de la mairie doivent rester ouvertes lorsqu'un mariage est célébré, parce qu'il faut précisément que ce soit cet engagement pris devant la société tout entière. Et au nom, comme on l'a rappelé hier, le maire vous disait qu'au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. Alors, excusez-moi, les jeunes, parce qu'évidemment, là, je suis en train de vous parler d'un monde, n'est-ce pas, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Vous parlez de ça comme cela, et pourtant, c'est ce que j'ai enseigné à mes étudiants, et que je devais encore leur expliquer, puisque c'était encore en partie comme cela que le mariage est célébré. N'est-ce pas? Là, on a basculé dans toute autre chose. Je ne peux pas insister davantage, mais on a basculé dans toute autre chose qui a été le rejet de toute idée d'institution, de tout ce qui serait décidé par la société. Parce que cela, précisément, c'était devenu insupportable, n'est-ce pas? L'idée que l'État, la société pourrait venir interférer dans une relation de couple qui ne devait être que la relation de couple. Pour ceux qui étaient à la pièce hier soir, au spectacle hier soir, j'ai quand même été très frappé, n'est-ce pas, par les mots que cette femme disait j'ai oublié son prénom, Jacob, n'est-ce pas, cette femme disait à Jacob, juste toi et moi. Rien que toi et moi. Eh bien, le couple, c'est devenu cela. Pour la majorité, pour une majorité de la population, c'est-à-dire, c'est un engagement qu'on prend uniquement à deux, n'est-ce pas, sans qu'a priori. Alors c'est très compliqué, parce que c'est ce que le droit désormais organise, n'est-ce pas? La ministre de la Justice belge a expressément dit que le mariage n'était plus qu'une relation intime entre deux personnes. C'est d'ailleurs ça qui a permis le mariage homosexuel, parce que si ce n'est plus qu'une relation intime entre deux personnes, et qu'il n'y a plus, en tout cas à l'époque, puisqu'à l'époque la Belgique a organisé le mariage homosexuel, n'est-ce pas, on ne connaissait pas encore la filiation homosexuelle, mais donc l'idée était que c'était une relation entre deux personnes, et si c'était une relation entre deux personnes, il n'y avait vraiment pas de raison qu'elle ne puisse pas être ouverte à deux personnes de même sexe, à partir du moment où la dimension, n'est-ce pas, familiale disparaissait. Un pacte, a dit la ministre, renouvelé au jour le jour. Un pacte renouvelé au jour le jour. Alors, moi, je suis quand même toujours surpris comme ça quand j'en prends des formules politiques, parce que, d'abord, c'est parce que les gens vivent, encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais surtout, j'aime bien de vous citer cette formule, parce que c'est précisément cela qui fait disparaître la dimension de temporalité. C'est comme s'il n'y avait plus dans un couple un passé, n'est-ce pas, qui organise l'avenir. C'est comme si ce n'était plus que du présent permanent. Et c'est ce que le droit belge organise d'ailleurs, puisqu'on peut divorcer du jour au lendemain, n'est-ce pas, en mettant fin au pacte, puisqu'il est revenu au jour le jour, on peut y mettre fin à tout instant. Et heureusement qu'il y a la médiation familiale pour réintroduire entre les médiés cette dimension de temporalité. Qu'est-ce qu'on a fait à deux? Quel était notre projet? Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire de l'avenir par rapport... Bon, heureusement que la médiation familiale fait ce que le droit ne fait plus. Mais le discours juridique est celui d'une temporalité qui est expressément limitée au présent. L'autorité parentale. Troisième manifestation. L'autorité parentale. Alors là, on pourrait longuement parler. Je me disais d'ailleurs, Marie-Elisabeth, qu'on pourrait peut-être un jour organiser un colloque rien que sur l'autorité parentale. D'ailleurs, monsieur, votre président de la République, a l'air de vous y convier, hein, qu'on reparle de l'autorité parentale. Bon, l'autorité parentale, c'était... Qu'est-ce que c'est que l'autorité parentale, dans lequel il y a évidemment le terme autorité? C'est la charge, la fonction, la responsabilité de l'éducation d'un enfant. Et dans la manière dont l'autorité parentale a été organisée, l'éducation, c'est construire un être humain, faire advenir à l'âge adulte. C'était a priori le cœur de la transmission, n'est-ce pas, puisqu'il s'agissait d'apprendre à un enfant à marcher, à parler, à manger, à se comporter, à acquérir les valeurs, les repères, les normes d'une communauté humaine ou de la famille. Et donc, cette fonction qu'on estimait être la plus adéquate dans notre système de droit positif à confier aux pères et mères, puisqu'ils avaient en quelque sorte fait l'enfant, cette fonction était une responsabilité de transmission. Aux parents l'éducation,
à l'école l'enseignement des savoirs. Mais même la Convention relative aux droits de l'enfant, parce qu'on va évidemment parler de l'autodétermination de l'enfant, mais même la Convention relative aux droits de l'enfant, donc cette convention qu'on cite souvent et qui a été adoptée par l'Organisation des Nations Unies en 1990, même cette convention en 1990, mais il faut reconnaître que c'est une convention adoptée par l'ensemble des États du monde, donc elle ne traduisait pas nécessairement une pure conception occidentale. Mais même cette convention continue à dire très clairement que ce sont les parents qui ont la responsabilité première, n'est-ce pas, d'éduquer l'enfant et même de l'éduquer en fonction de leurs convictions et pour le faire advenir, pour le faire advenir un homme en quelque sorte dans le respect de ses droits. Eh bien, cette fonction a aussi été remise en cause et est remise en cause. Certains disent même aujourd'hui disqualifiée comme toutes les positions d'autorité par la contestation de la légitimité d'un autre que soi, même père ou mère, qui pourrait décider pour soi. C'est la transposition, en quelque sorte, vis-à-vis des pères et mères, de la notion d'autodétermination de l'enfant. L'enfant serait tout autant apte, serait tout autant doté du droit de s'autodéterminer. C'est à l'enfant de déterminer quel est son intérêt et au nom de quoi le sait-on mieux que lui. Si évidemment on est dans cette perspective-là, et qui devient celle qui entre progressivement dans le langage juridique, que ce soit la loi, que ce soit effectivement le pouvoir judiciaire, n'est-ce pas? Alors que voit-on? Ben, des dispositifs, et encore une fois on peut le comprendre, parce qu'il y avait quelque chose qui, par rapport à un enfant de 16 ans ou un enfant de 17 ans, était devenu sans doute insupportable d'imaginer que les parents avaient un tel pouvoir de décision par rapport à lui, n'est-ce pas? Mais on met en place de plus en plus de dispositifs, et là je pourrais vous en parler pendant pas un temps très long, des dispositifs qui confèrent à l'enfant le pouvoir juridique de décider lui-même. Les parents ne pourront plus rien décider. La matière la plus exemplaire, c'est toute la matière médicale, hein, l'avortement, la contraception, mais même effectivement le changement de genre, le changement de sexe, puisque a priori notre loi belge, mais c'est pas très différent au droit français, notre loi belge reconnaît, n'est-ce pas, la possibilité par rapport à des mineurs qui ont acquis suffisamment de maturité de décider eux-mêmes de tout ce qui concerne la matière médicale, et donc la question de savoir s'ils prendront des hormones croisées, des bloqueurs de puberté, si éventuellement ils subiront une intervention chirurgicale. S'ils ont la maturité, eh bien, le médecin peut considérer qu'ils ont le pouvoir de le faire. Et il y a des parents qui se sentent effectivement disqualifiés par rapport à cela. Mais il y a plus fondamental, c'est que, au nom précisément, n'est-ce pas, de cette idée que imposer quelque chose à un enfant, cela ne correspond plus à notre manière de penser dans notre société, eh bien l'État a la responsabilité de mettre en place des dispositifs qui enlèvent aux parents le pouvoir de décider eux-mêmes, et c'est ce qui s'est passé en Belgique avec les VRAS dont on a parlé tout à l'heure. Je termine avec la transmission successorale, parce que c'était quand même important de pouvoir parler aussi de la transmission successorale. Et c'était encore une évidence, n'est-ce pas, dans le Code Napoléon, jusqu'à très peu de temps, que les enfants allaient être les héritiers de leurs parents, et il y avait comme un devoir des parents de transmettre leur patrimoine à leurs enfants. Alors je voudrais vous lire, pour terminer, parce que ce sera, je pense, une bonne manière de montrer jusqu'où peut aller, n'est-ce pas, cette idée de liberté individuelle et d'autodétermination. Je voudrais vous lire ce que le pouvoir politique a dit lors de notre dernière réforme du droit des successions, qui a donc ouvert très largement la possibilité pour les parents de décider ce qu'ils veulent faire de leur patrimoine. De très nombreux citoyens, a-t-il été dit au Parlement belge, attendent du législateur qu'il leur accorde plus d'espace pour décider eux-mêmes comment ils envisagent le transfert de leur patrimoine à leurs enfants. Il faut une latitude plus grande pour permettre à tout un chacun de décider comment ils veulent régler la transmission de leur succession. Il s'agit, et pour moi c'est la phrase la plus significative, il s'agit tout compte fait de leur patrimoine. Un patrimoine que dans la majorité des cas ils ont constitué eux-mêmes. Ils veulent donc plus de liberté que ce que la loi leur permet pour décider comment le transmettre selon leur propre vue, selon leurs propres convictions, à leur propre mesure. S'il n'y a pas
inscrit dans notre discours politique et juridique une notion d'autodétermination autant élaborée que celle-là, je n'en vois pas d'autre. Parce que, quand on y réfléchit bien, il s'agit tout compte fait de leur patrimoine. On gomme complètement que ceux qui peuvent se constituer un patrimoine, c'est parce qu'ils ont reçu tant et tant et tant, soit de générations précédentes, soit de la société qui leur offre l'éducation, qui leur offre la santé, qui leur... Venir dire que c'est chacun qui constitue, n'est-ce pas, librement son patrimoine, c'est une vision très néolibérale, évidemment, qui correspond un peu au modèle du self-made man américain, mais c'est un déni de toute la précédence, précisément, de tout le passé, de tout ce qui, dans l'histoire d'un être humain, relie son présent et son futur à son passé. Voilà. Alors, je ne pouvais pas conclure sans poser la question, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, une précision, rassurez-vous, j'ai fini, une précision, bien sûr, avant d'essayer de répondre à cette question. Il n'y a rien dans la manière dont je me suis exprimé, parce que j'ai fait un constat jusqu'à présent, il n'y a rien dans la manière dont je me suis exprimé qui entendrait remettre en question nos valeurs démocratiques, et notamment le prix inestimable de la liberté. On en sait quelque chose aujourd'hui lorsqu'on sait tout ce qui se passe dans le monde. Mais la démocratie, à mes yeux, c'est une perspective peut-être grecque, c'est la construction ensemble de la cité, par des citoyens libres, égaux et responsables. Cela n'a rien à voir, à mes yeux, avec cette idée que chacun se construit lui-même, par soi-même et pour soi-même. Même si d'aucuns ont voulu nous faire croire que, un peu comme la main invisible du marché, si chacun ne se préoccupe que de lui, eh bien, finalement, la société s'organisera bien. Je n'y crois pas, et si vous avez des doutes, regardez de l'autre côté de l'Atlantique ce que l'archétype de la détermination de soi-même, par soi-même, pour soi-même, un certain Donald Trump, produit de désagrégation de la société, pour reprendre les termes de Marcel Gauchet, et de dissolution des formes de la civilité. Merci. Merci beaucoup Jean-Louis Ranchon. Là, ce que tu as dit est très, très éloquent. Alors, je vais respecter ta prudence. Je suis moins prudent que toi, mais j'estime que tu nous as bien indiqué à quel point tout ça est délirant. Tout ça est délirant. Je pense qu'il faut pouvoir juger. Tu ne seras pas d'accord, hein, mais personnellement, je me permets de le dire. Je me permets de le dire. Voilà, je cède la parole à... Oui, Alain, oui, moi je suis très frappé par la facture de l'exposé qui tire en quelque sorte par une méthode inductive, mais par rapprochement de cas, typique du juriste, l'existence d'un problème général et philosophique et politique en même temps. J'ai envie de dire, je comprends ce qu'il peut y avoir de délirant, et le mot est juste dans ce qu'on a évoqué, parce que d'une certaine manière, ça rendrait la notion, au demeurant légitime, me semble-t-il, d'autodétermination, tellement caricaturale qu'elle serait, si l'on peut dire, rejetée d'emblée d'un revers de main, ce qu'il ne faudrait pas faire. Donc, comment débarrasser l'autodétermination de ces aspects caricaturaux tels qu'on nous a présentés? Est-ce qu'on ne peut pas objecter l'autodétermination ainsi présentée à un certain nombre de faits, voire de lois? Et là, on revient effectivement pour l'évoquer tout à l'heure. Par exemple, est-on l'auteur de son existence? Je me rappelle une remarque de Georges Canguilhem. Dans la mesure précisément où l'on n'est pas l'auteur de sa vie, est-ce qu'on décide de sa mort? Bon, on aurait pu aussi poser ce problème-là. Hein, mais, je veux dire, de quoi hérite-t-on? Dénonçons précisément qu'on pose radicalement la question à partir de son existence. S'il n'y a pas d'autodétermination de son existence, parce qu'on ne se fait pas devenir soi-même, pardon pour cette trivialité, mais qui a des conséquences, l'autodétermination est nécessairement seconde. Bon, vous parlez de précédence, et la précédence ne sera abolie par aucune réforme juridique, quelque délirante fût-elle. Bon. Donc l'autodétermination ainsi conçue a quelque chose de
strictement fantasmatique. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'ait pas des effets performatifs, ça j'en conviendrai volontiers. Les règles de droit peuvent être des fantasmes performatifs. Bon. Et ça ne les empêchera pas d'avoir des effets effectifs. Hein. Mais le sujet de cette autodétermination délirante sera toujours en reste, quoi qu'il fasse. C'est-à-dire que ça voudrait dire qu'on aura une fuite en avant. On aura ce qu'un philosophe qui était cité plusieurs fois par Marie-Elisabeth, à Sœur Hegel, appelé un mauvais infini. Il faudra toujours en rajouter dans la même ligne, dans l'autodétermination, sans pouvoir jamais satisfaire ce vœu wishful thinking, comme on dit en anglais, d'autodétermination. Qu'est-ce que c'est que cet autos qui s'autodéterminerait en voulant faire table rase absolument? C'est un autos absolument malheureux, parce qu'il ne trouvera jamais dans la réalité la consécration de sa volonté de toute puissance. Je crois qu'il faudrait être clair derrière cette autodétermination. C'est bien de la toute-puissance narcissique qu'il s'agissait. Voilà la remarque que je voulais faire à propos de votre conférence. Maintenant, je refais passer la parole. Si tu veux répondre, c'est-à-dire que, oui, bien sûr, il y a là un fait naturel, c'est qu'on ne sait pas engendrer soi-même. Mais si je reprends... pardon ? Qui sait ? Oui. Là, évidemment, je ne verrai pas ce monde-là. Bon, mais quand même, quand on y réfléchit, dire à un jeune de 18 ans, tu peux reconstruire ton identité selon ce que toi tu te donnes comme nom et comme prénom, en réfutant ce qui lui avait été attribué, c'est quand même symboliquement quelque part, là j'entendrai bien volontiers nos amis psychanalystes, mais c'est quand même quelque part se donner le pouvoir de se reconstruire soi-même à partir de soi-même et de rejeter ce qui vous avait nommé précisément dans ce que l'on recevait de ses parents et d'autrui. Moi, c'est pareil, la filiation. Et donc, alors si la filiation, on la remet en cause, évidemment, ça c'est encore plus radical. Mais cette manière de se nommer soi-même, cela me paraît, moi, mais là je déborde sur des champs qui ne sont pas les miens, et c'est pour ça que c'est tellement important pour moi de vous entendre, n'est-ce pas? Mais j'ai vraiment perçu cela, alors là je me permets effectivement de juger, j'ai vraiment perçu cela comme un pouvoir qu'on donnait à un jeune de gommer le passé. Qu'est-ce que vous en pensez? Les Belges ont trouvé de multiples... Non, mais vous l'aviez fait en France avant nous. Hein, oui, j'entends bien, mais dans le droit que vous évoquez, du passé faisons table rase, par le rejet de la filiation, mais la maxime du passé faisons table rase a une étonnante connotation anarcho-libérale. D'ailleurs, c'est un peu dans ce sens que vous avez conclu vous-même. Mais cela étant, c'est pour cela que... libéral, libertaire. Soyons quand même très lucides. C'est ça que j'ai essayé de montrer dans mon exposé. C'est qu'il y aura peut-être 0,5% de jeunes qui exerceront cette possibilité que le droit leur donne. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est le discours juridique et politique qui est tenu. C'est ça qui est extraordinaire. Ça ne correspond pas encore à la façon dont la plupart de nous avons intégré, et on n'a pas arrêté de l'entendre lors de ce colloque, comment la plupart d'entre nous se réfèrent à précisément ce qui leur a permis de vivre, c'est-à-dire leur histoire familiale. On va peut-être passer la parole. Merci. Oui, si tu veux bien. Oui, merci. Il y a beaucoup de choses, donc je sais d'emblée que je ne pourrais pas poser toutes mes questions. Je vais essayer de faire vite. Surtout à partir de l'angoisse que votre intervention m'a procurée. Alors pourquoi angoisse? Quand je suis arrivé en France, il y a très longtemps maintenant, j'ai été très touché d'entendre dans la bouche d'enfants de 3-4 ans quelque chose que j'avais jamais entendu en espagnol. Dans le bac à sable, ils pouvaient se jeter du sable dans les yeux, et puis l'autre, petit de 3-4 ans, disait « On n'a pas le droit de faire ça. » Parce que le droit était cette digue qui permettait cette cohabitation dans le bac à sable.
En espagnol, on avait d'autres expressions et d'autres façons de faire quelque chose d'impersonnel. Hein. Ça se fait pas, ou des choses comme ça. Mais bref, on n'a pas le droit. C'est-à-dire, ça me touchait de voir que des enfants si petits aient déjà le droit comme digue rassurante. Parce que ça, on le voit dans la clinique de tous les jours. Des enfants qui, dans les familles, dans les établissements scolaires, n'ont plus de digue et que cette angoisse coule à flot et se transforme ou vient se manifester dans nos cabinets sous forme d'hyperactivité ou autres symptômes dont nous avons l'habitude. Donc ça, c'était la première remarque pour aller surtout à un point. Vous avez parlé de l'acte de naissance. Vous avez dit où on inscrivait nom, prénom, sexe, filiation. Il me manquait deux choses qu'on inscrit aussi, c'est le lieu et la date. Alors, je ne vais pas titiller le juriste, que je ne suis pas. C'est simplement pour dire que ces deux points sont très importants comme coordonnées. L'espace et le temps, qui sont deux catégories pour nous psychanalystes aussi très importantes et qui venaient accompagner les autres. C'est-à-dire c'est quelque chose justement sur lesquels on n'a pas de maîtrise. L'espace et le temps. À 4 heures, il est 4 heures pour tout le monde. C'est pas moi qui l'ai décidé, ce n'est ni gentil ni méchant, il est 4 heures. Et il y avait quelque chose dans ce petit papier qui venait faire nœud. Voilà, on venait nouer, comme a essayé de le faire le droit romain, hein, avec la mater certissima et un père à qui on donnait la transmission du nom. C'était une alliance, comme vous l'avez dit. Et donc aujourd'hui, pour ces trois moments, hein, qu'on pourrait dire, où on a affaire à cette catégorie du réel, la naissance, le mariage, la mort, que vous avez rappelé, et pour lesquels on avait cette digue du droit, qui venait dire, voilà comment on fait, eh ben, on a l'impression qu'il n'y a plus personne. De là vient mon angoisse. C'est-à-dire que comme psychanalyste, je pouvais me dire, je peux tenir une position avec mes patients parce que je sais que l'établissement scolaire va faire, que la famille va faire, que le droit fait son travail, que le droit peut intervenir de manière morale, quelquefois, pour dire ça se fait pas. Ça, c'était pas mon travail. Et qu'aujourd'hui, je suis appelé de plus en plus par des parents pour faire de la guidance parentale, par exemple. Pour faire un travail qui n'était pas le mien. Et donc, ma question se résumerait en une phrase. Jusqu'où ira-t-on? Où est-ce qu'on pourra trouver le droit comme digue restauratrice de quelque chose? Merci. Écoutez, ça, je ne sais vraiment pas vous répondre comment notre société va évoluer. Ma perception, c'est que il y a quand même un certain nombre de réflexions qui se font et qu'on doit ne pas hésiter, c'est ce que je dis autour de moi, on ne doit pas hésiter à intervenir dans le débat public et à faire apparaître qu'il y a peut-être là quelque chose qui va dans une direction qui est excessive et qu'il est important de reposer des limites et qu'il faut pouvoir aussi poser des limites dans la vie privée et familiale. Parce que, voyons bien, pour rester quand même nuancé, parce qu'à côté de ça, nous savons qu'il y a énormément de règlements de droit et que nous sommes en permanence soumis à des règles de droit. Voyons bien que ce que je vous ai dit concerne la vie privée et familiale. C'est d'ailleurs à ce propos-là que la Cour européenne des droits de l'homme a soulevé ces concepts d'épanouissement personnel et taux d'autodétermination. Ce que moi, personnellement, je me suis permis en général de soulever comme difficulté, c'est que, oui, peut-être, on pouvait imaginer qu'on confine le droit à l'autodétermination dans tout ce qui concerne notre vie privée et familiale, et que ça n'aurait pas d'effet dans les autres champs de la vie sociale. Ce n'était pas exclu de penser comme cela, étant entendu qu'il fallait pouvoir compter sur le fait que la règle de droit continuait à fonctionner dans le milieu scolaire, continuait à fonctionner dans le droit du travail, continuait à fonctionner dans la fonction publique. Bon. C'est là que j'ai quand même une réelle hésitation, et je n'ai pas peur de m'engager sur ce plan-là. C'est que j'ai de la difficulté à imaginer que quand on est tenu un tel discours aussi performatif, cela n'ait pas des effets dans les autres champs de la vie sociale. Et je vais prendre un exemple dont nous parlions hier, n'est-ce pas, lors de la présentation de nos différents ouvrages. Je suis quand même frappé, lorsqu'il s'agit maintenant de sauver la planète,
en parler comme on en parle, mais cela étant, les rapports scientifiques sont extrêmement clairs et les mesures qui doivent être prises doivent être, cette fois-ci, radicales. Je suis quand même frappé du discours qu'un certain nombre de nos hommes et femmes politiques continuent à tenir. Faisons confiance aux citoyens. Faisons confiance aux citoyens, laissons-leur le temps nécessaire pour s'adapter et prendre eux-mêmes les mesures dans leur vie privée, personnelle, organisationnelle, qui prendront en compte les nécessités de modifier notre manière de nous comporter. Parce que, quelque part, on n'ose pas encore leur dire, par exemple, comme on devrait leur dire, on le sait parfaitement bien, plus de jet privé. Il faudrait pouvoir le dire de manière normée. C'est un vrai scandale. Enfin, excusez-moi, là, je prends position. Mais, eh bien, cela, on n'ose pas. On n'ose pas parce que c'est liberticide. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Eh bien, vous voyez, ça a quand même des effets sur tout dans le discours politique et juridique. Ce n'est pas uniquement dans la vie privée et familiale, et ça a des effets aussi vis-à-vis de tous ceux qui, je prenais cet autre exemple, n'est-ce pas, lorsque nous avons présenté notre ouvrage à Bruxelles, n'est-ce pas, je rentrais de Paris, puisque j'avais la chance d'aller à Paris, en voiture, parce qu'on était allé au sud de Paris, je rentrais en voiture au moment où il a fait la 36 degrés début du mois de septembre, pic de pollution. Pic de pollution, ralentissez, descendez votre vitesse de 20 km/h sur le périphérique qu'il fallait descendre de 90 à 70 et sur l'autoroute de 130 à 110. Mais ça ne parle pas. Ça ne parle pas. C'est comme s'il n'y avait même pas... Alors, c'est ça pour moi, la posture psychique individualiste. C'est que ça ne s'adresse pas à moi. Ça s'adresse aux autres. Ça s'adresse aux autres parce que moi, j'ai des bonnes raisons de ne pas diminuer la vitesse. Soit parce que ça peut exister, effectivement, il peut y avoir des raisons, il faut rejoindre quelqu'un, mais quelque part, c'est ça, s'autodéterminer. C'est de dire, je n'en ai rien à foutre, c'est moi qui détermine si je vais ou non réduire ma vitesse. Et donc, il y a une intégration de la norme sociale. Parce que ce n'était même pas seulement une question de sauver la planète à longue échéance, c'était de faire en sorte que les riverains de l'autoroute ou du périphérique n'attrapent pas une qualité de l'air épouvantable. Donc c'était vraiment... Là, la notion d'altérité était fondamentale, hein, c'était se soucier des autres. Eh bien, ça ne parle pas. Je ne me suis jamais fait autant dépasser sur une autoroute, et à la fin, je me disais, je suis vraiment con. Je suis vraiment con. Pourquoi tout seul à le faire, ça n'a plus aucun intérêt. Donc en avant Jean-Louis Turdémar. Bon.